La conquête de l'air est un film de 1936 qui raconte l'histoire de l'aviation. En gros, tous les fous illuminés, depuis Léonard de Vinci, qui ont essayé de s'envoler. Un grand nombre d'entre eux vont décéder d'ailleurs dans leurs essais pour s'envoler. Soit ils battaient des ailes comme un oiseau, mais pas assez vite. Il aurait fallu battre 10 000 fois plus vite. Soit les ailes n'étaient pas assez portantes, et ils tombaient, et ils mouraient. Mais ils avaient tous été bénis avant par un prêtre, ce qui leur servait d'extrême onction. C'est donc ce qu'on appelle un docudrama, qui mélange des scènes filmées à partir du moment où le cinéma existait, sur le progrès de l'aviation à partir des frères Wright en gros, et y compris Louis Blériot et d'autres choses encore, et avec des scènes recréées pour l'époque où justement il n'y avait pas encore de cinéma. Ce qui est très curieux, c'est qu'on découvre dans ce film qu'en gros, il y a 3 pays qui vont progresser dans l'aviation en parallèle. L'Italie, où il y a beaucoup de farfelus, mais aussi quelques esprits géniaux, dont un qui invente un hélicoptère qui sera vraiment fait au moment de la guerre par les Anglais. Il y a beaucoup d'Allemands et il y a beaucoup de Français. Ce sont les 3 pays qui se sont partagés la conquête de l'air. Less than a year later, ballooning had become as popular in England as on the continent, and sportsmen were seeking new records. The first cross-channel flight to be attempted since Abbott Damien jumped from his wall in Stirling was made from Shakespeare Cliff Dover. The aeronauts were Jean-Pierre Blanchard, a Frenchman, and Dr. John Jeffries of Boston. Le film est un film de propagande quand on le ressort en 1940. Il a donc 6 metteurs en scène qui vont monter à bord, si l'on peut dire, et on va montrer des bombardiers anglais nouveaux, des avions de chasse anglais nouveaux, des hélicoptères formidables. Certains sont très avant-gardistes, ils ne correspondent absolument pas à la réalité, mais ils sont magnifiques. Il y a donc 6 metteurs en scène, 3 que vous connaissez et 3 qu'on connaît à peine, qui sont vous, on n'en fait que ce film-là, ont participé. Ceux que vous connaissez, c'est William Cameron Menzies, l'immense directeur artistique qui fit ensuite 2 ou 3 films, c'est Zoltan Korda, bien sûr, et c'est Alexander Essoe, qui a eu une drôle de carrière de globe-trotter entre la France, l'Angleterre et l'Amérique, et qui a fait quelques films passionnants, mais qui reste un metteur en scène totalement sous-estimé. C'est donc un film d'Alexandre Korda au niveau de la production et même peut-être de quelques métrages de mise en scène, avec en vedette, volant la vedette, Laurence Olivier qui joue Vincent Lunardi avec un accent italien qui préfigure Peter Sellers. Laurence Olivier est née dans une famille stricte, pasteur anglican d'un côté et fille d'un pasteur anglican de l'autre. Sa mère mourra quand il aura 12 ans. Et cette éducation l'amènera à, on peut dire, avoir une vie à l'opposé. On connaît ses histoires d'amour avec Vivien Leigh, mais aussi celles avec des acteurs comme Danny Kaye ou Marlon Brando. Il a d'ailleurs tout révélé dans un livre où il raconte ses souvenirs. Comme acteur, il commence au théâtre. Petit théâtre d'abord, et puis avec Ralph Richardson, il reprend l'Old Vic, le théâtre où on joue Shakespeare. Juste avant la guerre. À ce moment-là, il va également aller aux États-Unis et il va jouer dans le film de William Wyler, Les Hauts de Hurlevent. Là, il est révélé. Lors même que Wyler sera très sévère avec lui, il dira plus tard qu'il le remercia car il le trouvait trop théâtral. Il est donc immédiatement devenu une star. Quand il sent que la guerre approche, et il le sent très vite, il prend 2 ans de cours de pilotage et devient pilote de la RAF. Mais il n'aura pas l'occasion de combattre, car Winston Churchill décidera qu'on a plus besoin de lui au cinéma pour à la fois faire des films ambitieux d'après Shakespeare, mais surtout pour faire des comédies qui distrairont le peuple anglais pendant le Blitz. Il est superbe en pionnier de l'aviation de la Renaissance qui réussit presque à voler. Vincent Lunardi. Thank you. Now, ladies and gentlemen, these spheroids are envelopes having been filled with inflammable air or gas. I now take my seat in the undercarriage or gondola.
Vous allez donc voir la vie reconstituée de Roger Bacon, de Von Zeppelin, de Louis Blériot, qui est joué d'ailleurs par un acteur qui ne fera que ce film-là, et de tant d'autres, dont un drôle de Léonard de Vinci, qu'on voit de loin heureusement, car il n'a pas sa barbe habituelle. Les directeurs de la photo sont aussi nombreux. Là encore, on a fait appel à un Américain pour superviser le tout. C'est Lee Garmes, un immense directeur de la photo, d'abord en noir et blanc, Zoo in Budapest de Roy Roland, avec sa lumière magique et ses deux amants enfermés dans un zoo pour la nuit, c'est lui. Scarface, c'est lui. Et ensuite, il passe à la couleur. Duel au soleil, c'est lui. La terre des pharaons, c'est lui. Il eut une longue et brillante carrière où il pouvait changer de style d'un film à l'autre. Je pense à La vie secrète de Walter Mitty. Il pouvait passer d'un film misérabiliste, dirais-je, avec une lumière assez sombre, même dans la couleur, à des chatoiements comme dans La terre des pharaons. Je pense que c'est Lee Garmes qui fait qu'il y a des moments de magie dans ce film qui fait bizarrement penser au cinéma que va faire un peu plus tard Sacha Guitry avec Si Paris m'était compté, Si Versailles m'était compté. Bref, recréer de manière légère, avec le minimum d'éléments, une période, une silhouette, et puis passer 100 ans plus tard. This is Sir Hiram Maxim's huge machine, which weighed nearly 4 tons. Needless to say, it didn't fly. In the meanwhile, Lilienthal, realizing that gliding must be mastered before powered flight could be considered, built a glider and made flights of increasing length. Lilienthal painstakingly recorded the results of his labors and pointed the way to further researches. La musique qui vaudrait presque un CD est d'Arthur Bliss, qui commença après la guerre, car soldat, il fut blessé puis gazé et longtemps en convalescence. Il fit quelques films, mais surtout entre Elgar, dont il venait, Dvorak, dont il venait également, et avant Benjamin Britten, il fut un des grands de la musique anglaise classique du XXe siècle. On peut même dire qu'il est le prédécesseur de Bagma, car il y a un ou deux opéras où il invente un langage nouveau pour les acteurs-chanteurs. Au scénario, il y a un nom que vous allez reconnaître. Il a fait 2 guerres, il a inventé le courrier postal, si on peut dire. Il a écrit des livres, dont un célèbre qu'il écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait les 2. Il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. L'auteur du Petit Prince est un des scénaristes de ce film. Et puis il y a un métier dont on ne parle jamais, celui de matte painting, de matte painter, c'est-à-dire ces artistes qui peignent sur verre des décors qui évitent de reconstruire un château ou de donner une vue sur la mer. Walter Percy Day, qui avait le plus grand respect de la part de Ray Harryhausen, entre autres, a travaillé sur les meilleurs Michael Powell et on lui doit énormément de scènes vertigineuses dans, par exemple, Narcisse Noir. Vous verrez qu'ici, il a fait merveille. Faced with the problem that man had not enough strength to fly by his own power, students of flight made experiments in other directions. In 1670, Francesco Lana, a Jesuit of Brescia in Italy, had reached the stage of planning a machine lighter than air, and even of making a model of it. Monteur, puis réalisateur, et en fin de carrière, réalisateur de seconde équipe, par exemple sur La fille de Ryan de David Lean, Charles Friend est ici le narrateur. Une des spécificités du cinéma anglais, c'est qu'on fait ainsi appel parfois à des gens dont ce n'est pas le métier pour obtenir autre chose que l'habituel narrateur qui a toujours la même voix. Vous verrez qu'ici, il emporte bien le film. Il y a une charge très violente envers les Allemands, c'est qu'on a rajouté la scène d'actualité où le Hindenburg brûle ce fameux Zeppelin pour prouver que le plus lourd que l'air est mieux que le plus léger que l'air. C'est un peu dommage, car cela a donné une très mauvaise image des dirigeables, et on sait que depuis 1955 à peu près, on pourrait faire des dirigeables commerciaux qui traverseraient l'Atlantique ou d'autres choses encore et qui survoleraient les villes sans risque aucun d'incendie. Mais le Hindenburg a marqué
et on ne verra peut-être pas avant longtemps, même si je connais des amis qui ont le projet comme Philippe Starck, de dirigeables au-dessus de Paris. En vérité, je vous le dis, ce documentaire de propagande, quand je l'ai vu, je ne l'avais jamais vu avant, m'a été fort précieux, car je me suis souvenu un peu de l'école et j'ai appris plein de choses sur l'histoire de l'aviation, qui est éternelle depuis que Icare s'est brûlé les ailes. Et donc, vous allez apprendre l'histoire de l'aviation, d'en gros depuis Icare donc jusqu'à nos jours. Et c'est tout à fait passionnant.